Un téléphone sonne dans la nuit moite de Ouagadougou, scindant le silence d'un coup sec au cœur du palais présidentiel. À l'autre bout, une voix étrangère dicte un ultimatum mesuré en heures: rétablir des accords, réactiver une surveillance, renoncer à des décisions souveraines ou payer le prix. Comment Ibrahim Traoré, sans machine de guerre démesurée ni levier financier illimité, peut-il répondre à une injonction venue d'un centre de pouvoir lointain et sûr de lui? Un appel téléphonique paraît minuscule sur le papier, mais il peut réorganiser des priorités, rapprocher des alliés improbables et transformer une crise technique en démonstration d'indépendance nationale. Au matin suivant, les murs du palais résonnent encore de la fermeté d'Ibrahim Traoré. Autour de lui, ses conseillers mesurent l'ampleur du défi. Un État enclavé, sans richesse pétrolière majeure, s'apprête à défier un réseau d'intérêts mondiaux. Pourtant, l'enjeu dépasse la survie d'un gouvernement. Il s'agit d'un test pour toute l'Afrique de l'Ouest, où chaque décision du Burkina Faso devient symbole de résistance. La promesse implicite du capitaine est claire: prouver qu'un pays peut se relever sans tutelle, qu'il peut préserver sa souveraineté face aux puissances extérieures. Mais, derrière la rhétorique, la pression économique monte, les alliances chancellent, les flux d'aide se contractent. Les médias étrangers annoncent un effondrement imminent. À Ouagadougou, la population écoute, hésite, puis se rassemble. « Nous tiendrons !» répète la radio nationale. La crise se transforme en serment collectif. Si l'État tient, le peuple suivra. Dans cette tension naît la promesse d'un renouveau africain, non pas fondé sur la puissance militaire, mais sur la cohésion, la foi et la dignité. La révélation éclate dès l'aube. Dans les 60 dernières heures, Ibrahim Traoré a refusé 3 propositions étrangères, évaluées à plus de 200 millions de dollars. Un geste rarissime pour un pays classé parmi les 10 plus pauvres du monde. Cette annonce, rendue publique par un communiqué sec, inverse la logique attendue. Au lieu de supplier, le Burkina Faso impose son tempo. Les observateurs comprennent alors que le président n'a pas simplement résisté à une pression ponctuelle. Il a ouvert une séquence géopolitique nouvelle. Depuis son élection, l'officier formé dans le Sahel a systématiquement remis en question les contrats d'exploitation minière signés sous dépendance. La rupture, d'abord symbolique, devient matérielle. Suspension des concessions israéliennes, gel des missions de renseignement étrangères et appel à des partenariats sud-sud. Dans les couloirs du pouvoir, l'atmosphère est électrique. Chaque conseiller mesure le risque: sanctions, isolement, crise énergétique. Pourtant, la narration se renverse. L'opinion publique, initialement inquiète, se rallie peu à peu. Les stations de radio regorgent d'appels. Les universités diffusent des débats sur l'autonomie africaine. Ce soutien populaire transforme une confrontation bilatérale en moment continental. Ce mini-révélateur, la perte volontaire de centaines de millions en contrepartie de la liberté de décision, devient une métrique politique. En renonçant à l'argent facile, Ibrahim Traoré convertit la privation en capital symbolique, l'indépendance comme actif. Les diplomates occidentaux observent, hésitent à riposter. Les chancelleries régionales, du Mali au Niger, voient dans ce bras de fer une expérience grandeur nature. À l'extérieur, les marchés réagissent à peine, la crise reste contenue. À l'intérieur, la perception change. L'austérité n'est plus un signe de faiblesse, mais la preuve d'une volonté collective. Le Burkina Faso, minuscule sur la carte, entre dans la zone d'influence mondiale comme anomalie, un pays qui dit non. Et dans cette dissonance, un nouvel équilibre se cherche entre contraintes économiques et dignité politique. Dans la salle du Conseil, la lumière blafarde des néons éclaire les visages tendus des conseillers. Le ministre de la Défense, l'expert en cybersécurité et le chef du renseignement forment un triangle de crise. Tous savent que la décision d'Ibrahim Traoré vient d'ouvrir un front inédit, la guerre silencieuse de l'influence. Le président écoute, puis tranche. «
Nous ne répondrons pas par des mots, mais par des actes. Cette phrase, captée par un micro interne, devient rapidement virale dans les médias locaux. Elle fixe le ton. À partir de cette minute, le Burkina Faso ne se contente plus de subir. Il agit. Sous la direction d'un petit cercle stratégique, le pays renforce ses alliances africaines et sollicite des partenaires alternatifs. Les premiers signaux apparaissent. À Bamako et Niamey, des délégations militaires proposent des échanges d'expertise. Dans les rues de Ouagadougou, des volontaires civils créent des brigades de veille numérique pour contrer la désinformation. Le pays découvre alors une nouvelle forme de pouvoir, celui de l'unité populaire. Si le combat est asymétrique, la solidarité compense le déséquilibre. Le discours présidentiel, initialement jugé téméraire, devient source d'orgueil national. Un diplomate européen, resté anonyme, résume la situation. C'est peut-être la première fois qu'un État africain transforme un ultimatum en outil d'identité. Cette phrase circule comme un constat lucide. Le Burkina Faso, petit par la taille, vient de s'imposer comme laboratoire du courage politique. Au-delà des frontières, la contagion symbolique s'installe. Chaque heure, de nouveaux soutiens émergent, transformant un incident téléphonique en point de bascule pour la souveraineté africaine. Le compte à rebours commence dès la fin de l'appel. À minuit 30, Ibrahim Traoré convoque ses plus proches conseillers. En moins d'une heure doit jurer, un plan d'urgence est rédigé. Sécuriser les réseaux stratégiques, verrouiller les communications et avertir les alliés régionaux. Le message est simple. Burkina Faso tiendra bon. Dans la capitale, les premières coupures de courant plongent Ouagadougou dans l'obscurité. Les stations de radio nationale se relaient pour diffuser un communiqué officiel. Aucune démission, aucune concession. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Faso Libre devient viral. Les citoyens sortent sur les places publiques, brandissant des drapeaux. L'armée reste silencieuse, mais visible. Des colonnes de véhicules blindés circulent lentement autour du palais présidentiel. La tension est palpable, mais contenue. À l'aube, 3 coups de fil changent l'équation. Caracas, Moscou, Pékin. Le président vénézuélien promet un appui politique. Vladimir Poutine propose une coopération technique et la Chine offre une assistance économique. Ce réseau d'alliances improvisées devient le pivot du nouveau front. La décision de Traoré n'est plus une provocation. Elle devient un test grandeur nature pour la multipolarité africaine. Pendant ce temps, dans les chancelleries occidentales, les analyses s'enchaînent. Comment un petit État sahélien, privé de ressources majeures, ose-t-il défier un ordre établi? Les rédactions internationales le capitaine qui dit non. Sur le terrain, les populations s'organisent. Des comités civiques assurent la distribution d'eau et de vivres. Des enseignants transforment les écoles en points d'information. L'appel du 48e heure devient légende. Les journaux burkinabés parlent d'un téléphone de la liberté. Dans les jours suivants, le Mali, le Niger et le Ghana publient des communiqués de soutien. Une réunion d'urgence de l'Union africaine confirme. Toute attaque contre le Burkina Faso serait considérée comme une agression continentale. À l'international, la polarisation s'accentue. Certains médias occidentaux dénoncent une dérive populiste. D'autres y voient la naissance d'un axe africain indépendant. Mais sur le terrain, un fait demeure. Aucun chaos, aucune mutinerie, aucune fuite massive de capitaux. Le pays tient. Dans un discours radiodiffusé, Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Nous ne sommes pas en guerre contre un pays, mais contre la dépendance. Ces mots déclenchent une onde de ferveur. Les marchés rouvrent, les drapeaux se multiplient au balcon, et l'idée d'un Faso souverain entre dans le langage courant. Le monde observe, incrédule.
Un simple appel téléphonique a renversé la hiérarchie de la peur. La crise annoncée devient un point de ralliement. Et l'ultimatum se transforme en acte fondateur d'une ère nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. La bataille de l'image et des faits commence au lendemain du discours d'Ibrahim Traoré. Les observateurs économiques s'attendent à un effondrement rapide. Baisse du PIB, fuite des capitaux, isolement financier. Pourtant, 3 semaines après la rupture diplomatique, les premiers chiffres racontent une autre histoire. D'abord, il faut noter que le commerce intérieur chute de 12%, mais la production agricole augmente de 8% grâce à un plan d'urgence lancé avant la crise. Cette variation, minime en apparence, devient la clé de survie. Les stocks alimentaires compensent les pertes d'importation. Ensuite, on observe que les transferts de fonds de la diaspora, censés s'effondrer, progressent de 15%. Les Burkinabés de l'extérieur, galvanisés par le discours de souveraineté, envoient plus d'argent à leurs familles. Enfin, il apparaît que la dépréciation du franc CFA, limitée à 2,7%, reste inférieure à celle enregistrée lors de crises précédentes. Les analystes y voient un signal de résilience structurelle. Ce triptyque économique, baisse limitée, rebond agricole, flux solidaire, contredit les scénarios catastrophistes. Les chaînes occidentales hésitent. Faut-il admettre qu'un pays peut se stabiliser sans aide extérieure? Les chiffres, bruts et imparfaits, deviennent des armes politiques. Ibrahim Traoré exploite ce levier avec méthode. Chaque donnée est intégrée à un récit collectif. L'autonomie comme projet mesurable. Les bulletins officiels publient désormais des rapports hebdomadaires, simples mais précis. Les habitants comprennent les tendances. La transparence remplace la peur. Un langage des faits pour un État en reconstruction. Pendant ce temps, la stratégie numérique se déploie. Une cellule de veille compile les rumeurs, recoupe les informations et diffuse des infographies vérifiées. Les comptes officiels du gouvernement atteignent 2,4 millions d'abonnés en moins d'un mois. La communication devient défensive et offensive à la fois. Les institutions internationales, déstabilisées, demandent des audits. Le FMI envoie un signal d'inquiétude mesurée. La Banque africaine de développement propose une médiation. Mais le Burkina Faso ne fléchit pas. Chaque négociation passe désormais par un principe unique, aucune aide conditionnée à une ingérence. Dans ce climat de rigueur et de défi, les citoyens s'adaptent. Les marchés fonctionnent au ralenti, mais sans panique. Les transporteurs s'organisent en coopérative. Les écoles maintiennent les cours. Un commerçant résume l'état d'esprit. Nous avons moins, mais nous sommes fiers. Ainsi, derrière les courbes économiques, se dessine une révolution silencieuse. Le pays découvre que la souveraineté ne se décrète pas dans les discours, mais se démontre par des chiffres. Et ces 3 chiffres, 12%, 15%, 2,7%, forment la signature d'un tournant historique. La résistance d'un petit État devient le laboratoire d'un continent qui veut compter autrement, par ses actes, non par ses dettes. Les critiques ne tardent pas à surgir. Dans les tribunes occidentales, des économistes dénoncent une illusion héroïque. Sans capitaux étrangers, disent-ils, le Burkina Faso finira asphyxié. Leurs arguments s'appuient sur des paiements, sur des précédents. Le Zimbabwe, Cuba, le Venezuela, où la résistance politique a souvent conduit à l'effondrement. Économique. Selon eux, Ibrahim Traoré joue une partie perdue d'avance, sacrifiant la croissance pour un prestige éphémère. Mais sur le continent africain, une autre lecture s'impose. Des chercheurs et diplomates avancent que la dépendance chronique aux bailleurs a miné la souveraineté des États sahéliens plus sûrement que les coups d'État. Ils notent qu'en 15 ans, malgré des milliards injectés au développement, la pauvreté structurelle du Sahel n'a reculé que de 4%. L'expérience burkinabé, même risquée, ouvre donc une brèche. Et si la dignité collective valait plus qu'un point de croissance? Entre ces deux visions, la riposte de Traoré est méthodique. Il ne nie pas les difficultés.
il les quantifie. Dans une conférence de presse, il déclare « L'économie peut ralentir, mais l'esprit national, lui, s'accélère ». Cette phrase, reprise dans tout le pays, résume une doctrine simple. Le développement sans autonomie n'est qu'une façade. Les opposants intérieurs, eux, peinent à mobiliser. Chaque critique semble renforcer la cohésion populaire, comme si l'adversité devenait carburant. Les jeunes diplômés lancent des start-up locales, les agriculteurs, des coopératives d'autosuffisance. L'argument du déclin s'érode face à la dynamique du fer. Ainsi se forme le Stillman burkinabé, une position forgée dans le feu des objections, mais polie par la logique des faits. Les doutes extérieurs, loin de fragiliser le récit, le solidifient. La question n'est plus de savoir si Traoré peut résister, mais combien de temps l'Afrique mettra pour suivre son exemple. 8 mots. Pour ouvrir. La peur a changé de camp. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une réunion interne, marque le tournant du récit. Ce n'est plus le Burkina Faso qui redoute les sanctions. Ce sont désormais les puissances étrangères qui redoutent l'effet domino. Les chancelleries s'inquiètent. Et si d'autres nations africaines adoptaient la même posture? Au sein du gouvernement, le tempo s'accélère. Les alliances sud-sud prennent forme. Les échanges diplomatiques s'enchaînent. À chaque capitale visitée, le président burkinabé répète la même équation. Souveraineté et stabilité. Les médias internationaux, d'abord sceptiques, constatent l'émergence d'un modèle inédit. Un État enclavé capable de redéfinir son image par la cohérence et la fermeté. Mais la révélation la plus inattendue vient du peuple. Dans les marchés, les écoles, les casernes, on répète « Nous ne plions plus ». Cette phrase simple devient un slogan continental. L'onde symbolique franchit les frontières du Sahel. Des étudiants au Ghana, au Mali, en Côte d'Ivoire reprennent le chant. Le combat d'un homme devient celui d'une génération. Et derrière le calme apparent, on devine que l'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, respire sans permission. Les semaines qui suivent confirment ce que beaucoup redoutaient ou espéraient. La décision d'Ibrahim Traoré modifie l'équilibre régional. 4 sphères, 4 effets mesurables. Les institutions publiques se réorganisent. Le ministère de l'économie établit un budget d'austérité sans aide étrangère. Réduction de 18% des dépenses administratives, recentrage sur les infrastructures agricoles et la cybersécurité. Les fonctionnaires, d'abord inquiets, acceptent les retards de paiement en signe de solidarité. Le pays, privé de capitaux occidentaux, apprend la discipline financière. La rupture avec certains partenaires entraîne une recomposition des alliances. Le Mali, le Niger et la Guinée déclarent que le sort du Burkina Faso est le nôtre. En quelques jours, un pacte régional informel émerge. Échange d'énergie, coordination de défense, communication partagée. Les chancelleries occidentales réagissent avec prudence. Aucune ne veut transformer Traoré en martyr politique. 3. Du côté de la société civile, ND. Dans les rues de Ouagadougou, les manifestations prennent un ton festif. Les drapeaux se multiplient, les slogans changent. Notre destin ne s'achète pas. L'Afrique debout. Les universités organisent des débats sur la souveraineté numérique et la monnaie régionale. Les ONG locales, jadis dépendantes des fonds extérieurs, se fédèrent pour créer des circuits d'entraide. Un sondage indépendant indique que 64% des citoyens estiment que la crise a renforcé la fierté nationale. L'Union africaine, d'abord silencieuse, publie un communiqué historique. Toute atteinte à la souveraineté du Burkina Faso serait considérée comme une atteinte à celle du continent. Cette déclaration, brève mais ferme, enclenche une dynamique panafricaine. Les médias du Ghana, du Sénégal et du Congo évoquent un effet Ouagadougou. Les hashtags Faso libre et Afrique unie atteignent des millions de vues. Sur le plan économique, la crise annoncée se transforme en relance par réinvention.
Des entreprises burkinabées s'associent à des startups kenyanes pour développer des solutions locales. Énergie solaire, agriculture intelligente, plateforme d'éducation. Les indicateurs de résilience surprennent. Plus 6% d'activité rurale, maintien du taux de scolarisation et un déficit extérieur inférieur aux prévisions. Mais le résultat le plus marquant est intangible, la restauration du sentiment d'appartenance. Ibrahim Traoré, devenu symbole d'un refus lucide, incarne la possibilité d'une souveraineté praticable. Pour la première fois depuis des décennies, la fierté n'est plus un slogan, mais une donnée observable. Le Burkina Faso, sans armes nucléaires ni fortune pétrolière, démontre qu'une nation peut exister par cohérence morale. Et ce simple constat, relayé d'Accra à Alger, bouleverse le récit africain tout entier. À mesure que la tension diplomatique s'apaise, les analystes esquissent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso. Chacune reflète un choix collectif, entre persistance, adaptation et ouverture mesurée. Le pays maintient le cap actuel. Alliance Sud-Sud, économie d'autosuffisance, diplomatie ferme. La croissance reste modeste, plus de 12,5%, mais le chômage des jeunes diminue grâce aux coopératives agricoles et aux programmes technologiques locaux. La monnaie conserve sa valeur, les services publics s'adaptent. Dans cette voie, Ibrahim Traoré consolide sa légitimité interne sans dépendre d'appuis extérieurs, mais au prix d'une lente modernisation. Le pays devient laboratoire d'une autonomie prudente. La coopération avec le Mali, le Niger et la Guinée se formalise en une confédération économique légère. Les frontières s'ouvrent aux échanges d'énergie et de savoir-faire. L'Afrique de l'Ouest découvre un modèle inédit, la solidarité comme moteur de productivité. Les investissements alternatifs venus d'Asie et d'Amérique latine atteignent 1,2 milliard de dollars sur 12 mois. Le Burkina Faso, jadis isolé, devient pivot logistique du corridor sahélien. Ce scénario repose sur la confiance mutuelle et une diplomatie agile. Si les sanctions s'intensifient, le pays pourrait subir une contraction de 3% du PIB, une pénurie énergétique et une désorganisation sociale. Dans ce cas, les fractures latentes entre élites et populations, civiles et militaires, s'élargiraient. La stabilité institutionnelle serait menacée et l'image héroïque de Traoré s'effriterait sous le poids du quotidien. Entre ces 3 trajectoires, la réalité probable réside dans une zone intermédiaire. Résistance mesurée, ouverture conditionnelle. Comme le répète un conseiller présidentiel, nous devons tenir sans nous fermer. Cette équation, fragile mais lucide, sera le véritable test de maturité politique. Car si la dignité a été conquise par la parole, la prospérité ne se gagnera que par la constance. Et c'est dans cette tension entre rêve et rigueur que le destin du Burkina Faso se dessinera au cours de la prochaine année. À ce stade, le récit n'appartient plus seulement à l'État, mais à la population. Les discours d'Ibrahim Traoré deviennent des extraits de conversations quotidiennes. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les cafés débattent des réformes. Les étudiants citent le président dans leurs dissertations. La politique, jadis domaine des élites, s'invite dans les foyers, les marchés, les cours d'école. Les femmes commerçantes parlent de souveraineté en évoquant les prix du riz. Les chauffeurs de mototaxi parlent d'honneur national entre 2 courses. Ce n'est plus un récit vertical, c'est un mouvement transversal. La résistance devient langage et le patriotisme, une pratique sociale. Les artistes participent à cette contagion symbolique. Chansons, fresques murales, poèmes. Une jeune chanteuse de Bobo Dioulasso résume l'esprit du moment. Nous avons appris à dire non sans crier. Cette sobriété fait école. L'héroïsme africain se réinvente sans grandiloquence, par la constance. Le gouvernement, observant cette effervescence, choisit d'en faire une ressource. Les médias publics diffusent des mots, des témoignages positifs, valorisant les initiatives citoyennes. Les jeunes entrepreneurs reçoivent net un appui pour transformer leurs idées en projets communautaires. Agriculture, éducation, santé.
Ibrahim Traoré n'apparaît plus comme un chef isolé, mais comme la figure d'un lien social retrouvé. Le pays respire, malgré les contraintes. Les sacrifices deviennent vastes valeurs partagées. Les privations, preuve de courage. Dans les rues illuminées de lampes solaires, la fierté prend une forme concrète. Entraide, dignité, lucidité. L'Afrique, à travers le Burkina Faso, découvre qu'une révolution peut se faire sans violence, par la cohérence du peuple. Après l'onde patriotique, vient le temps du plan. Sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, le gouvernement adopte une approche graduelle, articulée en 5 étapes concrètes. Réformer les institutions économiques, auditer les dépenses publiques et instaurer une transparence hebdomadaire sur les finances de l'État. Chaque ministère doit publier ses données budgétaires, un acte inédit dans la région. Formaliser des partenariats stratégiques avec le Mali, le Niger, la Guinée et le Venezuela. Ces accords visent à mutualiser la production agricole, l'énergie solaire et la cybersécurité pour réduire la dépendance aux flux occidentaux. Lancer un programme national FASO 2030, financé par des contributions citoyennes et des microfonds régionaux. Objectif : créer 100 000 emplois ruraux en 3 ans, dont la moitié destinée aux jeunes femmes. Réengager le dialogue avec les puissances mondiales sur un pied d'égalité, en refusant toute condition politique à l'aide. Le Burkina Faso devient porte-voix d'une nouvelle éthique internationale. Partenariat sans tutelle. Évaluer chaque trimestre les résultats obtenus, puis en diffuser les leçons aux pays voisins. Le gouvernement s'engage à publier un rapport synthétique annuel accessible à tous. Ce plan, précis et mesuré, ne promet pas la richesse immédiate, mais la cohérence durable. Ibrahim Traoré y vouit non pas un manifeste, mais un contrat civique. Nous avançons ensemble, lentement mais debout. Et dans ce rythme maîtrisé, le Burkina Faso construit ce que l'Afrique cherche depuis longtemps. Un modèle de résistance appliqué. 3 ans ont passé depuis la nuit du premier appel. Sous le ciel clair de New York, Ibrahim Traoré se tient au pupitre de l'Assemblée générale des Nations unies. Devant lui, des centaines de délégations écoutent en silence. Il ne lit pas un discours. Il raconte une histoire, celle d'un petit pays africain qui a dit non et s'est relevé. Il évoque le téléphone qui sonnait dans le noir, les menaces, les doutes, puis la voix d'un peuple qui répondait. Ces mots ne visent personne. Ils affirment seulement « Nous ne sommes la colonie de personne ». Dans la salle, un murmure d'admiration parcourt les rangs. Ce n'est pas un triomphe militaire, ni un miracle économique. C'est la victoire tranquille de la dignité. Quand Traoré quitte la tribune, un silence lourd précède les applaudissements. Car chacun comprend que le message dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est l'histoire d'un continent qui retrouve confiance en lui-même. Les caméras s'éteignent, mais l'écho demeure. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une attitude. Et dans ce moment suspendu, l'Afrique se voit enfin non comme un champ de bataille, mais comme une promesse tenue. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un discours, une ovation, un symbole. Mais Ibrahim Traoré insiste. Le combat n'est pas fini. Il appelle non pas à la confrontation, mais à la responsabilité collective. L'Afrique ne doit plus attendre d'être sauvée, elle doit se sauver elle-même. Dans les écoles de Ouagadougou, cette phrase devient le refrain d'une génération. Les enseignants demandent à leurs élèves « Que feras-tu, toi, pour ton pays ?» La question n'est plus rhétorique. Elle fonde une nouvelle pédagogie du courage. Les médias panafricains relaient le message. Solidarité, éducation, unité. Les gouvernements voisins débattent d'une charte commune d'indépendance économique. Peu à peu, l'idée d'un continent maître de ses ressources cesse d'être un rêve. Elle devient projet. Ainsi se clôt le cycle, d'un appel menaçant à une invitation au dialogue. Le Burkina Faso, petit pays au centre du Sahel, a ouvert la voie. Et désormais,
Chaque nation africaine sait qu'un simple nom, prononcé avec conviction, peut changer la carte du monde.